Bien, je crois qu'on peut peut-être commencer. Alors c'est un grand honneur pour moi d'être là, d'être accueilli non seulement à la mairie du 5e, mais par cette association si courageuse, avec des gens si investis dans cette lutte, et en plus d'être modérateur. Je crois que c'est la première fois en plus que je suis modérateur de quoi que ce soit d'ailleurs. Voilà, ne vous inquiétez pas, c'est le seul moment où ça sera modéré, puisque dans nos luttes, je crois qu'il faut être tous sauf modéré. Je vais simplement dire quelques mots, et puis je laisserai après la parole, je distribuerai la parole à nos trois intervenants. Simplement, effectivement, à cette date particulièrement symbolique et importante, on comprend bien, et il faut bien comprendre, que ça n'a pas été une agression, que ça n'a pas été un acte de vengeance, que c'était même pas un acte barbare, que en réalité c'est une guerre. Qu'en réalité, c'est une guerre qui est menée. Alors le 11 septembre a été effectivement un point assez culminant, mais ça remonte à des années auparavant, et c'est pas moi qui dis que c'est une guerre, ce sont les protagonistes, les djihadistes eux-mêmes, qui s'estiment être des combattants, qui s'estiment être en guerre, et qui veulent mener une guerre. Ça s'impose à nous, ça s'est imposé à nous, et il faut être quand même particulièrement vif d'esprit pour s'en apercevoir ces dernières années ou maintenant. Cette idéologie a été théorisée à la fin des années 20 par les constitutions des frères musulmans, puis dans les années 50, 60, Saïd Qutb en Égypte l'a aussi formalisé, théorisé, et on a subi déjà des attentats en France dans les années 90, sous cette idéologie-là. Donc, c'est une guerre, et en tant que guerre, il faut absolument, si on veut la remporter, la mener. Et il faut en prendre la mesure. Je pense que il y a plusieurs étapes, il y a plusieurs axes qui sont totalement essentiels. D'abord, prendre la mesure, effectivement, que c'est une guerre. Ensuite, connaître l'ennemi, identifier l'ennemi. Et bien évidemment, ne pas faire d'amalgame, etc. Mais personne ne le fait ici entre islamisme, etc. Mais connaître, savoir ce que c'est que l'islamisme, et que c'est un produit tout de même de l'islam et d'une des branches de l'islam, etc., etc. Donc connaître l'ennemi, connaître son argumentaire, connaître ce qu'il dit, ce qu'il a à dire, construire et maîtriser un argumentaire par rapport à ça, et surtout, à mon avis, c'est tenir à des convictions, savoir qui on est, savoir ce que l'on veut, savoir quelles sont les valeurs que l'on veut défendre et que l'on met au-dessus de tout, et pour lesquelles on est prêt à combattre si on nous l'impose. Voilà. Et effectivement, la France, on a célébré aussi le 26 août 1789, la France a été porteuse de ça, de ces lumières. La plupart des constitutions dans le monde, me semble-t-il, ont été façonnées par cet idéal issu de la Révolution française. Donc ces convictions-là, si on veut encore les porter à l'international, par rapport notamment à ce qui se passe là en Afghanistan, ou, et à plus forte raison, dans l'espace, disons, français, il faut être armé, et il faut opposer à cette idéologie mortifère de l'islamisme, nos valeurs pour lesquelles on est prêt à combattre. Et une fois que ces étapes-là, j'allais dire presque, sont fixées, sont passées, il y a à s'adapter aux différents terrains de combat. Nous sommes des enseignants, nous connaissons ces terrains-là et différents publics, et il faut les avoir connus pour savoir à quel point on peut entendre de conneries, on peut entendre d'absurdités, on peut entendre de folles choses, et je crois qu'il faut, quand on entre dans l'enseignement comme en sacerdoce, se désillusionner dans un premier temps pour après prendre la mesure
de qui on a en face, de leur degré de maturité, de culture, etc., pour par la suite construire un argumentaire qui est audible. Voilà. Et ce qui est audible aujourd'hui, c'est plus forcément les actes de contrition, les grands cérémonials de mémoire, les gerbes, les minutes de silence, etc. On voit par exemple que les minutes de silence sont rarement assez bien respectées. C'est tout un travail en amont qu'il faut faire. Et ce que j'essaye modestement de faire, mais comme beaucoup d'entre vous et mes camarades ici, auprès de, encore une fois, différents publics, et prendre conscience que ce sont des terrains qui sont particulièrement difficiles, particulièrement minés parce que c'est travaillé sur le fond par des prêts-à-penser islamisants, mais ça peut être d'autres idéologies, en l'occurrence c'est de ça dont on parle principalement, et qu'il faut déconstruire et qu'il faut aller à la rencontre notamment de cette jeunesse, avec leur code, avec leur sensibilité, avec leur maturité intellectuelle, culturelle, etc., pour pouvoir encore une fois être audible. Sinon, on se fait simplement plaisir en posant une gerbe à chaque attentat et en imposant une minute de silence en disant voilà, on a fait le job. Ça ne fonctionne pas, c'est bien, c'est joli, c'est symbolique. Concrètement sur le terrain, ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai entendu des choses absolument folles après chaque attentat, simplement en interrogeant les étudiants et en leur disant ok, c'est d'accord, c'est pas bien Samuel Paty, c'est pas bien de tuer des gens. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, mais c'est encore contre l'islam, on va encore dire que c'est les musulmans, mais il avait qu'à être prudent, mais on n'a pas à dire ça et ça en classe, etc. Voilà. Et face à ça, qu'est-ce qu'on répond? Voilà, et on ne va pas les virer de la classe, et on ne va pas leur mettre des claques. Donc il faut répondre et il faut avoir cet argumentaire-là. Et là, nous avons des combattants. J'ai des combattants à côté de moi que je vais présenter très rapidement et le mieux possible, j'espère. Jean-Pierre Aubin. Ingénieur de formation, ancien inspecteur général de l'éducation nationale, qui était membre de la Fondation pour la mémoire de la Shoah et du très beau projet Aladdin. Vous m'arrêtez si je me trompe à un moment donné ou à un autre. Membre du bureau exécutif de l'ALICRA. Et c'est vrai que vous avez dit, je mets un pied à l'ALICRA de manière très humble et je découvre de l'intérieur. Et c'est un grand honneur. Et Jean-Pierre Aubin a signé chez Hermann Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. Et son avant-dernier, je crois, ouvrage, c'était un dictionnaire que vous avez dirigé sur les religions, l'école et la laïcité. Formidable entreprise parce que c'est concrètement étudier le terrain, et à partir de là, en connaissant bien le terrain, et bien c'est à partir de là que l'on peut lutter. Samuel Mayol, maître de conférence à Paris 13, directeur de l'IUT de Saint-Denis, lauréat du prestigieux prix de la laïcité en 2015, remis par le comité laïcité et République, en présence je crois, d'Anne Hidalgo notamment, et Fathia Boujalat, sœur de tout. C'est un grand plaisir de la voir ici, professeur dans un lycée-collège Toulouse, et dont on connaît bien les engagements, et notamment qui avait signé Le Grand Détournement et plus récemment Nostalgériade, titre qui est quand même extraordinaire, et qui est sur le terrain et les trois ont à lutter et ont eu à combattre à la fois, j'allais dire, les porteurs de cette idéologie islamiste, mais aussi leurs alliés, plus ou moins objectifs, que l'on peut nommer d'islamo-gauchisme parfois, et qui donc au quotidien sont dans cette lutte-là. Et donc je donnerai la parole d'abord à Jean-Pierre Aubin pour, en quinzaine de minutes, nous parler de ses combats, de ce qu'il faut faire sur le terrain, de son expérience aussi, et je vous remercie. Bon, cette réunion est placée sous le souvenir de Samuel Paty. Je commencerai par parler de la manière dont j'ai moi-même
pris conscience du danger qui pesait sur l'école et sur, notamment et précisément le danger mortel qui planait sur les enseignants français. J'ai pris connaissance de la revue numéro 7, datée de décembre 2015, Dar al-Islam, Terre de l'Islam, qui était la revue de Daesh à l'époque en français, revue très luxueuse, qui s'intitulait, numéro 7, La France à genoux, après les attentats du Bataclan, et qui montrait l'image de deux policiers en larmes effondrés l'un sur l'autre devant le spectacle terrible des victimes du Bataclan. Et dans cette revue, il y avait un très long article qui expliquait pourquoi l'école française était l'école de l'abomination, et qui égrenait les 14 péchés de l'école française, en enjoignant aux parents musulmans de tout faire pour que leurs enfants n'aient pas à subir ces péchés. J'ai retrouvé d'ailleurs à peu près la typologie du rapport de 2004, lorsque nous avions observé les différentes agressions contre l'enseignement et contre les règles de la vie scolaire dans nos établissements scolaires. Et la conclusion de cet trop long article, c'était la suivante. La solution face à ce problème, la hijra, c'est-à-dire pour un parent musulman qui n'accepte pas que son enfant, soit dans ses péchés, de rejoindre la terre d'islam et d'aller vers le califat. 2, combattre et tuer tous ces corrupteurs. Il devient clair que les fonctionnaires de l'éducation nationale qui enseignent la laïcité sont en guerre ouverte contre la famille musulmane. Il est donc une obligation de combattre et de tuer de toutes les manières légiférées ces ennemis d'Allah. Donc l'appel au meurtre des enseignants français était déjà là, juste après les attentats du Bataclan. Et il a fallu l'enchaînement des événements que vous connaissez, c'est-à-dire un prédicateur fanatique qui désigne la cible et puis un fou qui exécute la sentence, pour que Samuel Paty soit abattu dans les conditions que vous connaissez. Deuxième citation, pour prendre un peu de hauteur, c'est celle que rapporte Pierre-André Taguieff dans son livre sur Julien Freud, c'est-à-dire la soutenance de thèse à la Sorbonne en 1965 du philosophe Julien Freud, que je rapporte dans mon livre. Voilà ce que Julien Freud répond au président de son jury de philosophie, qui est un professeur de la Sorbonne, Jean Hippolyte, qui est un pacifiste connu et assumé, et qui lui reproche d'avoir choisi d'utiliser la philosophie de Carl Schmitt, le philosophe allemand, de la philosophie politique de Carl Schmitt, qui fait de la politique un combat entre, je cite, amis et ennemis. Et il lui dit, moi, je n'ai pas d'ennemis, je souhaite simplement cultiver mon jardin. Voilà. Et voici ce que lui réplique l'impétrant. Vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi comme tous les pacifistes. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Et la réplique de Jean Hippolyte est la suivante. S'il en est ainsi, je n'ai plus qu'à me suicider. Voilà. C'est-à-dire le désespoir complet s'il s'agit d'accepter qu'on vous désigne comme ennemi, qu'il faille faire la guerre. Alors, c'est un peu ce qui était arrivé aux Français, je pense, et à la France pendant une quinzaine d'années, du début du siècle, enfin des attentats du 11 septembre jusqu'à ceux du Bataclan, où on a enfin pris de Charlie Hebdo, en janvier 2015, où le gouvernement, présidé par Manuel Valls, a enfin pris conscience qu'il se passait quelque chose, qu'une guerre nous était déclarée et qu'il fallait réagir. Et je pense que la première victoire que nous avons remportée est d'abord une victoire sémantique. C'est-à-dire le fait que, dans son discours des Mureaux, le président de la République a enfin désigné l'ennemi. Et il dit c'est le séparatisme islamiste, c'est l'islamisme, mais toujours avec cette espèce de réserve qui fait dire non pas islamisme, comme le disent tous les intellectuels arabes qui savent de quoi ils parlent,
hein, et qui le dénonce, cet islamisme. L'islamisme radical, comme s'il y avait des islamistes modérés. Ou encore l'islam radical, qui est encore quelque chose de plus trompeur. Parce que, sous prétexte de ne pas stigmatiser les musulmans, on ignore une vérité radicale, c'est que les musulmans sont les premières victimes de l'islamisme. L'étude réalisée en 2019 de la Fondation pour l'innovation politique, portant sur 40 ans d'attentats islamistes dans le monde, dénombre 167 000 morts. 92,1% sont des musulmans. 92,1%. Donc, l'amalgame, ce n'est pas nous qui le faisons. Hein. Lorsque nous attaquons l'islamisme, nous n'attaquons pas l'islam. Et c'est ceux qui nous rétorquent « Ah, mais vous prenez à partie les musulmans, vous stigmatisez les musulmans », c'est ceux-là qui font l'amalgame. Et c'est bien ce qu'il faut dénoncer publiquement. L'islamisme n'est pas une religion, c'est une idéologie politique, c'est un projet révolutionnaire qui tend à imposer un régime totalitaire dans les pays qu'il conquiert, où il arrive au pouvoir, en utilisant les deux mêmes armes que les totalitarismes ont toujours utilisées selon l'étude et la somme de Hannah Arendt, à savoir la terreur et la propagande. La terreur alliée à la propagande alliée à la terreur. C'est ce que nous observons aujourd'hui, et c'est de cette propagande dont sont en partie victimes les Français, et en particulier les jeunes Français, comme on va le voir. En tout cas, j'aime bien le mot de Marc Ferro, l'historien Marc Ferro, lorsqu'il parle des frères musulmans et de leur création dans les années 20 en Égypte. C'est une conquête politique par un renouveau spirituel, distinguant bien la fin politique de l'utilisation du moyen, l'utilisation de la religion, d'ailleurs en réinterprétant complètement les textes sacrés, en particulier la sunna, les récits de la vie du prophète. Alors, quelques mots sur l'état des lieux dans l'école, mais on ne va pas trop s'étendre parce qu'ils sont connus. On dispose aujourd'hui, contrairement à ma première étude de 2004, de choses quantifiées, des études, des recherches, et en particulier les deux plus récentes études, celle de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès, qui interroge des enseignants, et celle de l'IFOP pour la LICRA, qui interroge les lycéens. Et je vais vous livrer quelques chiffres pour montrer que nous sommes en face d'une attaque de masse qui ne concerne pas, contrairement à ce qu'on a pu dire ici ou là, quelques établissements situés dans les ZEP, dans les quartiers populaires, mais le reste est épargné. Pas du tout. Si je prends par exemple la question posée aux enseignants, avez-vous déjà rencontré des contestations de votre enseignement au nom de la religion ? On a dans plusieurs disciplines, la première, la plus impactée est l'EPS, c'est l'éducation physique et sportive, ensuite l'histoire-géographie, éducation civique, ensuite les sciences de la vie et de la terre. On a des proportions qui tournent autour de 25%, un quart des enseignants. Ce n'est pas rien. Pire, si on pose la question, afin d'éviter de possibles incidents avec vos élèves, vous est-il déjà arrivé de vous auto-censurer ? Un enseignant sur deux aujourd'hui répond oui. Et ce chiffre porte sur l'enseignement public du second degré. Mais si on regarde parmi les moins de 30 ans, les plus jeunes enseignants, ceux qui ont la moins longue carrière, ils sont plus des 2/3 à avouer s'être déjà auto-censurés, simplement en quelques années. Si on les interroge, ces enseignants, sur le séparatisme religieux de certains élèves, massivement, ils répondent qu'ils avoir observé des manifestations de séparatisme religieux, de séparation entre les élèves. À l'occasion des fêtes, 2/3 d'entre eux. À l'occasion de la nourriture, la moitié d'entre eux. À propos du refus de la natation par les jeunes filles, 40% d'entre eux, etc., etc. Concernant le sondage IFOP auprès des lycéens, je suis un peu affligé de voir les résultats, puisque 80 à 90% des lycéens se disant musulmans dans l'enquête
développent une conception strictement punitive, coercitive de la laïcité. Et donc sont violemment hostiles aux contraintes qui les fait peser, dont ils pensent qu'elles pèsent sur eux, et ils entraînent avec eux une partie un peu minoritaire, mais à peine, des autres qui les suivent dans cette conception contraignante par rapport à leur liberté. Les responsabilités de cette situation, que j'examine très longuement dans mon livre, j'y reviendrai pas, ça prendrait beaucoup trop de temps, sont générales. Elles touchent la gauche comme la droite de l'échiquier politique et les responsables de l'institution scolaire. À droite, on n'a jamais pris la laïcité en odeur de sainteté. Et il faut rappeler que lorsque la loi de 2004 contre les signes religieux à l'école pour les élèves a été votée, la grande majorité des députés qui se sont abstenus ou voté contre étaient des députés de droite, une quarantaine, obéissant d'ailleurs à une consigne des évêques de France, qui étaient hostiles à cette loi. À gauche, il s'agit de trois idéologies qui prospèrent aujourd'hui, et qu'on a vu monter et qu'on voit se développer notamment à l'université. L'idéologie victimaire. Aujourd'hui, il est bon d'être victime de quelque chose, de subir des discriminations pour exister dans la société. L'extrême gauche qui hier promouvait les héros prolétariens et développait donc toute une propagande autour de ces héros positifs, aujourd'hui se complaît dans la morosité et dans l'autoflagellement en présentant les victimes comme des emblèmes de leur projet politique. Deuxième idéologie, l'idéologie identitaire, décolonialiste, indigéniste, qui se bâtit sur l'acceptation du multiculturalisme et de la promotion du multiculturalisme. Et puis, l'idéologie humanitaire, droit de l'homiste, sans frontiériste, qui fait aussi le jeu objectif de l'islamisme. Donc voilà le paysage politique, voilà l'influence de ces idéologies dans l'école et notamment sur les responsables institutionnels et universitaires aujourd'hui. Alors que faire pour conclure ? D'ailleurs, est-il encore temps, souvent on me pose la question, est-il encore temps de faire quelque chose ? Et on a parfois des réponses un peu désespérées. Moi, j'abandonne, je me retranche chez moi et j'attends que tout s'effondre. Peut-on espérer s'en sortir ? Fondamentalement, je pense que oui, pour deux raisons fondamentales. D'abord, parce que l'islamisme, et j'utilise là la pensée de Marcel Gauchet, l'islamisme est une tentative d'arrière-garde, en fait. C'est un combat défensif contre ce qu'il appelle la seconde mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation des idées, autrement dit, la diffusion sur la planète entière des idées qui ont été les idées sur lesquelles s'est fondé l'Occident, s'est construit l'Occident moderne, c'est-à-dire les idées des Lumières. Ce n'est pas un retour du religieux, même si ça en prend, en France, l'apparence. C'est la conséquence de ce qu'il appelle la sortie de la religion. C'est parce que ces sociétés traditionnelles sont profondément remuées par ces idées qui se diffusent aujourd'hui très largement par les moyens modernes de communication notamment, qu'une partie d'entre elles se crispe sur des conceptions imaginaires d'un âge d'or qui n'a jamais existé et donc se fanatise autour de ce projet. C'est donc un combat global, un problème global, géopolitique, qui concerne non pas la France, non pas l'Occident en premier, mais d'abord le monde arabo-musulman. Il est illusoire de penser que l'on puisse triompher en France, tout seul, de l'islamisme à court terme. C'est un combat de long terme. Je vais dire un très court texte de Gauchet qui me semble très, très parlant pour résumer sa pensée.
La sortie de la religion a cessé d'être un phénomène occidental pour devenir un phénomène mondial. Nous imposons de fait involontairement la sortie de la religion de l'extérieur à des sociétés qui ne l'auraient pas développée de l'intérieur, ce qui produit des secousses profondes, parentes mais forcément différentes de celles qui ont surgi chez nous, où le processus était endogène et s'est étalé sur plus de 5 siècles. J'ai envie de dire, même pour poursuivre cette pensée, si un jour nous triomphons de l'islamisme, ça sera grâce aux pays arabo-musulmans, grâce au combat des sociétés civiles de ces pays contre l'islamisme, dont on voit aujourd'hui des effets au Maroc et en Tunisie, par exemple. Bon. Et c'est de là dont viendra sans doute notre salut. Il n'y aura pas de victoire française ni de victoire à court terme. Il faut donc réfléchir, concevoir à des politiques globales et à long terme. Deuxième raison d'optimisme à long terme, c'est que, là encore, pour reprendre la pensée de Marcel Gauchet, l'islamisme est génétiquement schizophrène. Il est génétiquement schizophrène par rapport à quelque chose de fondamental qui est l'usage de la raison. L'usage de la raison ne se divise pas. On ne peut pas mettre d'un côté Descartes et accepter le discours de la méthode, c'est-à-dire le progrès scientifique et technique, et de l'autre Spinoza, et donc l'usage de la raison dans l'émancipation des hommes par rapport au dogme. Spinoza a enseigné Descartes à des enfants, à des élèves, des étudiants, et n'oublions pas que Descartes est arrivé à Amsterdam quelques années avant la naissance de Spinoza dans les mêmes lieux. Il y a quelque chose qui unit historiquement, géographiquement, évidemment intellectuellement, philosophiquement, Descartes et Spinoza. Et de vouloir, comme le dit Gauchet, la science et la technologie, mais sans la démocratie, ils auront, conclut-il, la science, la technologie et la démocratie. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette analyse éclairante. Et je cède la parole à Samuel Mayol maintenant. Bien, bonjour à tous. Je voulais donc d'abord vous dire à quel point je suis content et honoré d'être présent ici. D'abord, être invité une fois de plus par le MPCT, qui est vraiment un organisme, une association qui m'a beaucoup soutenu à une époque où j'en avais vraiment besoin. Et je les remercie à chaque fois que je suis invité à une rencontre ou un événement. Et voilà, je réitère aujourd'hui vraiment mes remerciements. Et puis dire à quel point je suis honoré d'être présent à cette table ronde avec deux personnes que j'admire vraiment, Fathia et Jean-Pierre, qui pour moi sont plus que des modèles, sont vraiment des symboles. Et je me sens même presque gêné d'être présent à leur côté, parce que je pense que leur combat est réellement important et aujourd'hui vital pour notre société. Pour ceux qui ne me connaissent pas très rapidement, mais je ne vais pas forcément revenir longtemps sur tout l'historique, parce qu'on pourrait y passer un temps fou. Je suis donc Samuel Mayol, directeur de l'IUT de Saint-Denis, maître de conférence à l'Université Paris 13, donc directeur depuis 9 ans maintenant. Et donc, lorsque j'ai été élu en 2012 à la tête de cette IUT, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de dérives, particulièrement graves en tout cas à mon sens, avaient lieu dans cet établissement, avec des salles de prière, avec des ventes de sandwichs. Et puis, voilà, donc ça c'était au niveau des étudiants, mais c'était pas fait par des étudiants de mon établissement, c'était des étudiants extérieurs qui venaient tous les jours organiser tout ça dans cet établissement. Et puis des tentatives de détournement de fonds qui sont arrivées dès la première année où j'ai dirigé cette IUT, avec des faux enseignants. J'avais même fait un calcul que j'ai donné d'ailleurs après au tribunal, selon lequel 196 000 € allaient être détournés pour financer des activités en lien avec justement les étudiants qui avaient mis en place cette salle de prière. Donc c'était des financements de lieux de culte à l'extérieur. Avec donc des faux enseignants, on était vraiment devant des emplois fictifs. Et le comble, c'est qu'en fait, si j'avais accepté ça, c'était moi qui devenais responsable, puisque c'était moi qui signais les contrats, sur proposition des chefs de département en question. Donc je m'y suis bien évidemment opposé immédiatement, et alors là
rencontré un certain nombre de problèmes, on va dire, c'est-à-dire des menaces de mort, 32 au total, 3 agressions physiques, et puis une université qui ne m'a pas du tout soutenu, bien au contraire, puisque j'ai été suspendu de mes fonctions, traîné en commission disciplinaire, en prétextant le fait que c'était moi qui avais inventé tout cela, que rien n'existait, et que c'était même d'ailleurs moi qui avais créé la salle de prière en y mettant moi-même les tapis. 40. Voilà. Alors donc, j'ai tenu bon, bien évidemment, avec le soutien et l'aide de nombreux amis. D'ailleurs, Fathia a été présente dès le départ à mes côtés pour me soutenir. Et donc voilà, j'ai eu beaucoup de soutien à l'extérieur, beaucoup de soutien aussi en interne de mon établissement, avec beaucoup de collègues très courageux qui m'ont soutenu, et puis mes étudiants. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, les étudiants de mon établissement, ont été vraiment à mes côtés, et surtout les étudiantes, d'ailleurs, qui étaient les premières victimes, et ça rejoint exactement ce que vient de dire Jean-Pierre, elles étaient les premières victimes, parce que c'était sur elles, surtout sur elles, que s'exerçait un certain nombre de pressions, et auxquelles finalement elles avaient du mal à résister, et finalement le fait de voir leur directeur prendre ce parti-là, les a rassurés. D'ailleurs, l'anecdote que je raconte souvent, c'est que bien évidemment je m'en suis complètement sorti, j'ai gagné au tribunal, j'ai gagné en commission disciplinaire, l'université a même été condamnée, j'ai été réintégré à la tête de mon IUT et j'ai même été réélu par mes collègues. Mais voilà, donc là je vous raconte ça comme ça en quelques secondes, mais enfin je vous raconte pas la galère que ça a été au quotidien pendant quasiment 4 ans, 8 mois de suspension, les menaces de mort sur moi, sur ma famille, sur mes enfants. Enfin bon, je pense que c'est pas le lieu de forcément parler de tout ça. Quand je serai plus directeur de l'IUT, je pense que j'écrirai tout ça et vous pourrez le découvrir réellement. Là, je me donne encore un droit de réserve puisque je suis encore le directeur pendant encore 1 an. Mais une fois que ça a terminé, j'écrirai un livre là-dessus. Mais quand j'ai été réintégré, mes étudiants m'ont accueilli et ils m'ont fait un cadeau. Donc, j'ouvre le cadeau devant eux et c'était un tapis. Alors, devant mon air un peu étonné, ils ont éclaté de rire, et c'était un super beau tapis en laine, un tapis berbère, donc c'était pas du tout un tapis de prière, bien évidemment, mais j'ai trouvé que le symbole était quand même très beau, donc je l'ai toujours chez moi, et donc voilà, j'ai au moins un super beau tapis berbère à la maison, grâce à cette affaire. Concrètement, je pense qu'aujourd'hui, puisque on est en train de parler de la situation, en tout cas pour ce qui me concerne, dans les universités, la situation est, à mon avis, vraiment inquiétante dans les universités. En dehors de l'anecdote de cet établissement universitaire, elle est vraiment inquiétante. Elle est inquiétante d'abord pour une raison, j'ai presque envie de dire, institutionnelle, c'est que les universités aujourd'hui sont autonomes. Elles sont indépendantes. L'État, le ministère ne s'en mêle pas, quasiment pas. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les universités sont présidées par des présidents d'universités élus en interne, dans les universités, parmi les enseignants, et le ministère n'a pas son mot à dire, n'a pas le droit de regard, et finalement les présidents font un peu ce qu'ils veulent. Enfin, même pas un peu, ils font totalement ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, les théories dont parlait Jean-Pierre, les théories indigénistes, décolonialistes, wokistes, sont légion dans les universités, elles sont majoritaires, les collègues qui portent ces théories-là sont majoritaires, ils sont très nombreux, et donc finalement la plupart confondent la tribune d'un meeting avec l'estrade d'un amphi, avec des enseignants, je le dis très clairement, je veux une fois de plus ne pas m'attirer que des amis en disant ça, mais de toute façon, au point où on en est, pour moi c'est pas si grave, mais en effet on a affaire à des enseignants qui sont de vrais militants, et qui, sous couvert d'études plus ou moins scientifiques, propulsent un certain nombre d'idées et de théories qui sont aujourd'hui contraires aux valeurs de notre République et surtout à l'histoire de notre nation. La République une et indivisible se transforme peu à peu dans l'esprit de beaucoup d'universitaires en une espèce de patchwork de communautés vivant les unes à côté des autres, et on nous présente le modèle anglo-saxon comme finalement un modèle où tout se passe bien, enfin, vu de ma fenêtre, j'ai pas ce sentiment-là, et où finalement les communautés vivent les unes à côté des autres, sans que cela pose plus de problèmes que cela. Mais en tout cas, c'est pas l'histoire de notre pays, c'est pas la culture de notre pays, c'est pas du tout le message de l'esprit des Lumières ou de l'esprit de la Révolution française, bien au contraire.
Et donc, finalement, on en arrive à des situations où, eh bien, ceux qui sont pour les valeurs de la République, une laïcité claire dans les universités, sont considérés comme des racistes. C'est ce qu'on a bien évidemment dit sur moi. Il n'y avait pas plus islamophobe que moi en 2015, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et donc, finalement, on en arrive à une inversion totale des valeurs. C'est ce qui a amené un certain nombre de collègues, dont je fais bien évidemment partie, à créer ce qu'on a appelé l'Observatoire du décolonialisme. Donc vous avez peut-être vu un certain nombre de tweets ou de choses sur les réseaux sociaux. On a créé à 6 exactement cet observatoire pour lutter contre ce genre de théorie au sein des universités. Vous avez certainement entendu la sortie de Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, sur l'islamo-gauchisme, où on a dénoncé un phénomène avec plus ou moins de tact, en tout cas, voilà, mais en tout cas, elle a annoncé un vrai problème. Elle a vraiment dénoncé un problème. Là, par contre, pour moi, elle a fait une erreur, c'est de confier une étude comme celle-là au CNRS, qui est en réalité le principal auteur de ce genre de théorie et de dérive. Voilà, enfin, je veux dire, c'est vraiment pas le bon organisme. Donc nous, avec l'Observatoire du décolonialisme, on a fait le rapport. On l'a fait. Et vous pouvez le voir sur le site internet de l'Observatoire du décolonialisme. Alors, en fait, le terme choisi, c'est justement le même terme que celui contre lequel on s'oppose. Ça veut dire que nous, on s'oppose au décolonialisme. Comme le combat des mots est important, on a volontairement voulu récupérer le même mot que ceux qu'eux ils utilisent, puisque eux ils se disent décolonialistes, et bien nous aussi, mais pas du tout de la même manière, justement. Et nous, on dénonce ce qu'eux disent, et donc on aura un peu l'arbre sous pied. D'ailleurs, on s'en est pris, excusez-moi du terme, mais plein la gueule. Mais bon, c'est pas grave, là, encore une fois, nous, on est un peu habitués. Et donc, allez le voir, ce rapport a été fait. D'ailleurs, il y a eu un article dans le Point où on disait le CNRS refuse de faire le rapport, nous, on le fait. Et donc, aujourd'hui, la réalité, c'est qu'effectivement, les universités doivent retourner, pour moi, et je ne sais pas si je suis au niveau du temps, je suis encore bon pas, mais en tout cas, les universités doivent retourner dans le giron de l'État. J'ai une position, moi, encore une fois, qui à mon avis ne va pas plaire, mais c'est pas grave, va plaire en tout cas au président d'université, ça j'en suis convaincu. Depuis quelques années, eh bien, les présidents d'université sont incités à mettre en place dans leur université, à nommer une personne comme référent laïcité. Normalement, dans toutes les universités françaises, il y a un référent laïcité. C'est le président de l'université qui le choisit. Alors, autant vous dire que ça n'a pas beaucoup d'impact, que dans la plupart des universités d'ailleurs, il n'y en a pas. Dans d'autres universités, on n'a pas appelé comme ça, on a appelé référent lutte contre les discriminations. Voilà, faisant l'espèce de mélange global. Eh bien, moi, je pense qu'il faut que ce référent laïcité, il existe, vraiment, et qu'il soit nommé par l'État, et qu'il ne soit pas de membre de l'université. C'est-à-dire qu'à un moment donné, sur les valeurs de la République, sur les valeurs de l'État, sur l'action de la laïcité, ce n'est pas le président de l'université qui a la main dans son université, c'est l'État. Et que, vous savez, ceux qui travaillent dans les collèges, les lycées ou même dans les universités, c'est tous l'agent comptable, il n'est pas nommé par le ministère de l'Éducation nationale, il vient du ministère de l'Économie et des Finances, et qu'une certaine manière, eh bien, il a un pouvoir que le proviseur n'a pas. Dans les collèges, dans les lycées, même dans les universités. Mon agent comptable, mon université a souvent l'habitude de dire qu'elle est au-dessus du président. Et pour certains points d'ailleurs, c'est pas complètement faux, puisque si elle refuse de payer des factures, le président ne peut pas s'y opposer. Et bien le référent laïcité, pour moi, c'est la même chose. Il va être nommé par l'État, par le gouvernement, voire même d'ailleurs nommé en conseil de ministre. Ça, les choses sont très clairement officielles, et c'est lui qui agit sur ce sujet-là, sans que le président puisse avoir à dire quoi que ce soit. Et au moins là, on aura peut-être une personne qui pourra prendre des mesures et agir véritablement. Moi, ce que je voudrais peut-être en conclusion dire, c'est que aujourd'hui, l'avenir de la nation, elle se joue à l'école, au lycée bien évidemment, mais aussi à l'université. Qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser, et j'en fais pour en partie, on ne peut pas laisser l'avenir de nos étudiants entre les seules mains des universitaires. Alors, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai manque de confiance. L'université n'est pas un monde à part. L'université fait partie de la nation. L'université a en ses mains l'avenir de nos cadres de demain, de nos responsables, de nos enseignants de demain, de nos dirigeants. Tout le monde est passé par l'université, plus ou moins. Et donc, du coup, eh bien, tout ce qui se passe dans l'université concerne la nation, concerne tous les Français. Ce n'est pas les universitaires qui peuvent décider seuls ce qui se passe. Chaque citoyen est concerné par ce qui se passe dans l'université. Chaque citoyen a son mot à dire sur ce qui se passe dans les universités. Et donc, on a trop laissé finalement les présidents faire ce qu'ils veulent. Eh bien, moi, j'attends aujourd'hui, puisqu'on avait une campagne électorale, je suis prêt à conseiller tous les candidats qui le veulent sur ce qui va se passer ou sur ce qui va se passer dans les universités demain. Mon message, il est clair. Il faut que l'État se mêle à nouveau de ce qui se passe dans les universités, s'en occupe et prenne ses responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai vraiment pas grand-chose à dire aujourd'hui. C'est
très plaisant pour finir, Fatia. Ce bilan est au cœur d'une année difficile, d'une demande. Voilà, nous t'écoutons. Merci à l'association pour avoir organisé cet événement. Ce qu'il faut s'intéresser à ceux qui arment en mots, en haine, ceux qui s'arment tout court. Et on s'intéresse un peu trop à ceux qui s'arment tout court et on laisse de côté ceux qui les ont armés en mots. Alors Jean-Pierre Robin parlait de schizophrénie. Il y a un sociologue arabe qui disait que si on laissait le choix aux Arabes entre un État musulman et un État laïque, ils voteraient pour l'État musulman et ils iraient vivre d'État laïque. C'est ça la schizophrénie. Mais je ne partage pas l'enthousiasme de Marcel Gaucher, pas plus son diagnostic, plus que ses erreurs qui ont servi un peu nos ennemis, parce que ce que je constate en tant qu'enseignante, ça fait 17 ans que je suis prof, je n'ai pas d'enfants radicalisés dans moi, parce que ceux-là, ils font l'instruction en famille, on ne voit pas. J'ai des bigots. Je me dis que peut-être les Bretons au XIXe siècle ressemblaient à ça. C'est-à-dire des gamins de 6e qui sont capables de me dire qu'en fait, c'est Dieu qui décide quand on vit ou quand on meurt. Je dis aux gamins, mais si vous traversez de route, maintenant c'est Dieu qui décide quand on vit ou quand on meurt. C'est lui qui décide de tout. Étant experte en pédagogie, j'ai décidé de m'asseoir sur lui. C'est un élève de 6e, vous voyez, un peu carré. Et je lui dis que c'était Dieu qui avait décidé que je m'assieds sur lui. Et je lui demandais de demander à Dieu de me demander de me lever. Voilà. Et cette bigoterie sans cesse, c'est ce qui est épuisant. Et là, je vous avoue que j'ai un peu le cœur lourd parce que je suis heureuse d'être là. Stéphane l'a dit, je n'enseigne pas cette année. Je vous expliquerai peut-être pourquoi, si ça vous intéresse. Je bénéficie d'un projet de formation et je suis à côté de 2 personnes qui m'ont aussi pris plein la gueule, voilà, parce que ça coûte cher. Et ce dont j'ai pu me rendre compte, qu'en fait, je ne suis pas macronienne du tout, ni en long, large, travers, pas du tout. C'est qu'on a un ministre qui est extrêmement convaincu sur la laïcité, mais qui est seul lui-même dans son ministère. Voilà. Les hauts fonctionnaires sont à l'esprit multiculturaliste. Ils ne sont pas très attachés à l'école publique parce qu'elle coûte cher. Voilà. Donc, la réduire pour qu'elle ne s'occupe que des enfants les plus difficiles et les plus en difficulté et favoriser l'enseignement privé, c'est ce qu'ils préfèrent. Et en ce sens, ils sont les parfaits complices des pédagogistes qui, eux, sont totalement multiculturalistes. Et sur le terrain, je peux vous dire que si je n'avais pas eu le soutien du ministre en personne, je ne sais pas ce qui me serait arrivé cette année, voilà, parce que le soutien n'est pas du tout venu du rectorat, voilà, et que le recteur s'est fait un peu tordre le bras. Je ne sais pas si c'est diffusé, mais après tout, je ne peux pas avoir plus d'ennui, donc je m'en fiche un peu. On parle de Samuel Paty, et je vois beaucoup de gens qui m'ont rendu hommage, et je vais voir beaucoup d'hypocrites, et ça m'a vraiment énervé en octobre, qui parlent de lui, un jour, et qui, comme certains collègues, beaucoup de collègues que j'ai vus, en fait, s'occupent plus de faire des photocopies plutôt que de saluer ce qu'il a fait et ce qui lui a coûté la vie. Il faut vraiment lire le rapport mesquin que les inspecteurs généraux ont fait et ils ont intitulé ce roman Rapport sur les événements. Il n'y a pas le nom de Samuel Paty dans le titre de ce rapport. Il n'y a pas le nom de l'acte, meurtre et décapitation. Et dans ce rapport très court, on apprend qu'ils ont consulté 4 parents d'élèves et seulement 3 profs. On apprend que la principale a reçu ce père, dont la fille menteuse avait allumé la machine à haine, qu'elle a reçu en compagnie d'un imam, première faute, qui ne vivait pas dans le quartier. Je ne refuse que nos interlocuteurs soient des religieux, jamais, ils n'ont rien à faire là. Il est temps de restaurer la clôture scolaire, voilà. Ils n'ont rien à faire à l'école. Et quand elle les a reçus, le père s'est plaint devant elle. Il lui a dit « Vous nous avez fait attendre dehors comme des chiens, vous n'aurez jamais fait ça à des juifs. » Voilà, c'est dit dans le rapport. Moi, si j'avais été principale, avec ma douceur légendaire, je les aurais foutus à la porte. Même un pied dans derrière. Elle ne l'a pas fait, parce que vous savez ce qui est. C'est la paix sociale. Et plus vous êtes casse-pieds comme parents, plus vous avez potentiel de violence, plus l'institution sera lâche vis-à-vis de vous. Et ça, c'est le problème de la France en fait entière. Fort avec les faibles, et faible avec les forts. Voilà. Et ils ne sont forts que de notre lâcheté institutionnelle. Et je pense à Samuel Paty, je pense à sa solitude. Il n'a pas été soutenu par ses collègues. Pas même par les collègues d'histoire géo qui se sont dépêchés de tirer la couverture pour se protéger, qui l'ont mis en cause. Et c'est un peu ce que j'ai trouvé dans ma situation, bien sûr dans une dimension et échelle bien différente. Cette extrême solitude est souvent celle de ceux qui essaient de se battre, parce que je pense honnêtement qu'on fait le compte. Et finalement, 300 morts, ça coûte moins cher que défendre la République, de la faire vivre, que être dans l'autorité. Je pense que c'est ce compte macabre qu'ils ont fait et que finalement, ça n'en vaut pas la peine. Outre ce rapport que je vous conseille de lire, il fait 25 pages. Voilà, pour un meurtre et la décapitation d'un enseignant en France, quand même, c'est pas beaucoup. Nous sommes attaqués. Oui. Les attaques viennent de beaucoup d'endroits. Il y a quelques années, un livre a été publié qui s'appelle Vous avez de la chance que je ne sois plus prof parce que sinon, c'est confiscation.
Non, mais je suis prof, je le saurais toujours. Et dans ce livre, Fatima, moins bien noté que Marianne, une sociologue qui s'appelle Béatrice Billon-Bonfils, et un historien spécialiste des États-Unis. Alors, vous le connaissez peut-être, il s'appelle François Durper. Et il se fait coiffer les cheveux pour faire croire qu'il a les cheveux crépus. Il a honte d'être blanc. Et privilège blanc, donc il essaie de faire croire qu'en fait il est issu de croisement et qu'en fait il y aurait de l'algritude en lui. Il est spécialiste de grand-chose. Et dans ce livre, il écrit que la laïcité est une entreprise de réduction de minorités ethniques, que c'est la colonisation, que c'est de la discrimination. Et il fait comme Robert Ménard dans ses études très scientifiques. Il a compté les prénoms musulmans d'un lycée. Alors, si c'est Ménard qui le fait, c'est pas bien, c'est raciste. Si c'est les islamo-gauchistes, c'est bien. Voilà, il faut faire les statistiques ethniques pour eux. Maintenant, on a un produit 2.0 amélioré. On a Fatima Ouassak. Elle est belle, elle est mince, elle parle elle est végétalienne, ce qui lui permet de se faufiler sur sa défense de la nourriture, parce que les repas de la cantine sont un lieu de combat de minorité. Elle l'en fait, elle a bras grands ouverts au monde. France Culture, elle a créé le Front des mères, et elle dit que l'école républicaine est raciste, et qu'elle est là pour détruire, sinon tuer, les enfants de couleur. C'est elle qu'on reçoit. Alors elle adapte son discours à son auditoire comme toujours. Mais on s'est beaucoup intéressé à l'islamisation des quartiers, on ne s'intéresse pas trop à l'islamisation des élites. Et ça fonctionne que les indulgences. Et ça donne mon frère qui a 2 ans, revient du médecin et il est tombé sur une femme voilée qui devait être supervisée par un médecin occupé à faire des circoncisions à la chaîne. Il se plaignait que son traitement ne fonctionne pas. Et cette médecin lui a dit c'est normal, seul Allah grille. Voilà. J'ai réfléchi à ce qu'il a dit et mon frère aîné qui s'appelle Mohamed lui a dit bah non, tu lui dis que c'est les antibiotiques guérissent. Il aime beaucoup les antibiotiques ce frère-là. J'ai réfléchi, je me suis dit, cette femme n'aurait pas dit ça à Samuel, elle n'aurait pas dit ça à Jean-Pierre, et elle n'a pas dit ça à Stéphane. Elle était dans la connivence communautaire. Et ce faisant, elle a examiné mon frère comme elle aurait examiné Stéphane. Est-ce qu'il n'y a pas eu perte de chance? Combien de fois les médecins trouvent des choses qu'ils ne cherchaient pas? Voilà. Mais c'est ça quand il y a le voile. Le voile, c'est pas un serre-tête, c'est signe d'une orthodoxie. L'orthodoxie, c'est un système de pensée. Il n'y a pas que le voile, il y a tout le système qui va avec. Est-ce qu'elle examine seulement les hommes? Voilà à quoi nous conduit le communautarisme. Une enseignante dans une école d'infirmière est devenue me confier il y a 3 ans que, suite aux actions du CCIF, désormais, des écoles infirmières, les filles pouvaient porter le foulard. Ouais, pourquoi pas? Mais c'est pas qu'un tête. Ces mêmes filles refusaient d'assister aux cours sur les IVG, sur les maladies sexuellement transmissibles, et en stage, elles refusaient de faire la toilette des hommes. Est-ce qu'on va arriver au système anglais où il y a des caisses au magasin, où il y a écrit pas d'alcool et de porc à cette caisse, puisque c'est fait? Puisque cette caisse est venue par les musulmans. Donc oui, je vais être un peu pessimiste parce que j'ai un peu le corps lourd, parce que je vois cette acheté, je vois que chaque fois, chaque accouchement, dans la douleur, c'est même pas de la maïotique obtenue des hommes politiques, c'est fait à coup d'assassinat. Et il faut à chaque fois que des gens meurent, pour qu'ils aient un peu plus de courage ou d'audace. Mais il faut aller point dans l'horreur. Et je suis persuadée que si Samuel Paty n'avait pas été décapité, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tellement d'actions, et finalement, 2 semaines après, le prof Hachi reprenait. Il y a un professeur des universités qui s'appelle François Grand, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Migration et Société, un odieux personnage, qui a été beaucoup reçu sur France Culture et qui a publié un livre qui s'appelle Lettres au professeur sur la liberté d'expression. C'est une gifle, c'est une insulte à la mémoire de Samuel Paty et à tous les profs. On lui a laissé dire de grosses bêtises. Par exemple, il a dit que la liberté d'opinion en France était limitée. Seuls les régimes totalitaires ont prétendu contrôler ce que vous pensiez. La liberté d'expression est limitée. Uniquement l'interdiction de la diffamation, l'incitation à la haine raciale, ce genre de choses-là. Mais il voulait en fait défendre le blasphème, disant qu'il ne fallait pas enseigner les caricatures, que les profs avaient tort de parler, de considérer que cette liberté d'expression englobait la critique ou la moquerie de la religion. Et il a osé reprendre le billet d'une directrice de recherche CNRS qui s'appelle Françoise Lancery et qui a écrit un texte qui fait mener une réflexion sur le départ scolaire du drame. En fait, Samuel Paty a fauté. Peu de faute ce qui lui est arrivé. Vous savez, c'est comme les filles qui se font violer à cause de leur tenue. C'était sa faute. Et elle disait qu'il avait utilisé dans son cours une fiche publiée, fabriquée par l'association des Ciné-Cré et Liberté, une association très proche de Charlie Hebdo. Cette fiche a été rédigée en réaction à la mort de Samuel Paty. Une erreur indigne d'une directrice de recherche au CNRS ou même d'une étudiante. Et François Héran reprend cette erreur, la colporte, et cette Françoise Lancery n'en pas soudé sans New York Times, le fans bashing toujours. Elle disait que l'étude des caricatures était inadaptée aux collégiens et qu'elle n'avait jamais entendu dire que des enseignants de collège les utilisaient en classe. Encore une fois, c'est faux, complètement faux, c'est stupide. Et c'est mensonge. Par contre, on grandit en réfléchissant avec les autres. Je parlais de ces caricatures avec la gestionnaire de mon collège et elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui m'a fait évoluer dans ce que je pensais. Pour défendre Charlie Hebdo, nous avons souvent entendu ça, avoir cours à cet argument. Si vous n'aimez pas, vous ne lâchez pas. On ne vous l'impose pas.
Il suffit d'acheter. Or, si les enseignants affichent ces caricatures de Charlie Hebdo, ils les imposent aux élèves. Il n'y a plus cette dimension d'achat volontaire. Donc là, il faut qu'on soit dans la ruse pédagogique, parce qu'on est enseignant. Et j'utilise les caricatures. Et c'est le programme de 4e. On utilise d'abord les caricatures de Louis XVI, représentées en cochon. Voilà. C'est un document, une source pédagogique précieuse, mais difficile, parce que les élèves ont du mal à comprendre le second degré. Et vu que je suis l'objet de pas mal de plaintes, les adultes aussi ont du mal à comprendre le second degré, et moi j'ai du mal à l'utiliser a priori sur les réseaux sociaux, parce que c'est pas très compris. C'est un document complexe, les caricatures, à comprendre pour les élèves. Et c'est justement pour ça qu'il faut les enseigner. Parce qu'on est là pour que les élèves apprennent, progressent, se frottent à la difficulté. Dans un contexte, un safe space, on pourrait dire. Celui qui est garanti par la laïcité. Vous avez parlé, cher Jean-Pierre Bain, des profs de sport. Oui, l'allergie au chlore, qui touche les filles bizarrement. Ouais. Les profs de sciences qui se censurent, les profs d'histoire qui bâclent la Shoah, parce que voilà, il faut aller. Alors cette année, j'ai voulu travailler avec l'année dernière, j'ai voulu travailler avec les élèves sous une forme de débat, pas de discussion de comptoir, mais vraiment argumenter, travailler. C'est eux qui ont choisi le thème. Une classe a voulu travailler sur le confinement, et l'autre a voulu travailler sur les limites de la liberté d'expression. Et à part 2 élèves, ils étaient tous pour les étendre. Il ne faut pas critiquer, parler de la religion, quelle qu'elle soit, parce que ça offense, ça blesse. Et je me dis que j'aurais dû vous ramener la vidéo qu'on a tirée, parce que les élèves expliquent que ça ne se fait pas. Les élèves disent de la vidéo, on peut insulter mon père, ma mère ou moi, ça ne me gêne pas, mais pas mon prophète. Pourtant, ça ne diminue pas leur foi. Et il y en a qui disaient que Samuel Paty aurait dû aller en prison, la loi doit interdire de faire ce qu'il a fait. Donc il faut déconstruire tout ça. Il faut se souvenir que les gamins sont piégés dans un conflit de loyauté. Et il faut les libérer de ce conflit de loyauté. Quel gamin va choisir l'école, la France, la République, contre ses parents, contre ses copains de quartier? C'est pour ça qu'on a besoin de la loi. La loi, elle protège les enseignants, parce que les enseignants peuvent s'abriter derrière elle en disant « c'est pas ma faute, c'est la loi qui dit ça ». Elle protège les gamins parce qu'elle les protège de ce conflit. Ils n'ont pas à s'annoncer. Ils doivent apprendre comment fonctionne la reproduction, comment se transmet une maladie sexuellement transmissible. Elle protège aussi même les parents. Le sociologue Abdelmalek Sayed disait que l'école fonctionnait comme une seconde naturalisation, qu'elle permettait aux parents de s'autoriser ce qu'eux-mêmes refusent de s'autoriser, sans raciner. Parce qu'on est toujours en train de leur mettre l'alternative, soit bled, soit la France, soit l'islam, soit la République, soit la fidélité, l'hyperconformisme, soit la trahison. Il faut les libérer. C'est la sagesse du roi Salomon d'ailleurs qui a interdit le choix. C'est comme ça qu'il a trouvé sa solution. C'est fatigant, c'est épuisant comme travail, de déconstruire cette bigoterie, de leur faire comprendre. Et puis assumer ce qui est clivant. Oui, la Terre ne tourne autour du Soleil et pas l'inverse. Oui, la Terre est ronde. Science, opinion. Et ça, je peux vous dire que quand on le fait, tout s'apprend si ça s'enseigne. Et que même ces gars de 6e finissent par convenir. Quand il s'agit de connaître le vivant, d'agir sur le vivant, la science est supérieure à la foi. Et ça, j'ai osé leur formuler, ils l'ont bien compris. Quand il s'agit de construire un oreiller existentiel et dire qu'on va aller au paradis, pas de souci, la foi est supérieure à la science. D'accord. Et l'école, c'est la science. Et c'est aussi ça. Vous voyez les réactions un peu étranges. J'aurais bien aimé avoir après l'avis de Jean-Pierre Bain sur la campagne sur la laïcité, qui a choqué, qui a effarouché, parce que vous voyez, on ose mettre un arabe ou un noir avec un blanc et mettre le doigt là où ça faisait mal. C'est pas Marie Chantal qui va poser des problèmes pour aller nager à la piscine. Et puis c'est pas Jean-Pierre qui va dire que on ne doit pas parler de montrer de corps nus. Non, c'est pas ça. Identifier, la géographie disait Lacoste, ça sert d'abord à faire la guerre, ouais. Il y a un côté scientifique, identifier puis oser. Mais au bout d'un moment, c'est épuisant. Surtout quand on est seul et surtout quand vous avez des collègues qui commencent déjà à vous dire que finalement, je vois pourquoi on interdit aux filles de porter foulard. Eh ben, je vous donne un exemple. Ça s'est passé juste avant Samuel Paty et je l'ai appris en parlant à mon avocat. Une prof d'art plastique a osé montrer des statues grecques au collège, un collège chic de Toulouse. Mais c'est un collège chic qui reçoit des élèves du Rail, parce que le conseil départemental en Haute-Garonne a été extrêmement courageux. Et il a eu le courage de fermer les 2 collèges poubelles, ghetto éthique et religieux de Toulouse. Alors bien sûr, le syndicat Sud parlait d'apartheid social. C'est la violence sociale que ces enfants, dans les meilleurs bahuts de Toulouse, ils sont obligés de prendre bus. Moi, je répondais souvent à ses collègues, si comme ces bahuts, mésitez gosses et on en reparlera après. Parce qu'eux, ils sont la journée, eux ont l'ego renforcé parce qu'ils ont l'impression d'être des missionnaires au Cameroun au XVIIIe ou XIXe siècle. Là, à 17h, ils sont chez eux dans le beau quartier. Ils sont pas dans ce ghetto. Et ce département a eu raison, ce conseil départemental. On ne peut pas changer la population d'un quartier. On peut fermer le collège pour contrôler la mixité. Parce que la mixité ne fonctionne et n'est profitable à tout le monde que si elle est contrôlée. Si c'est 50-50, ça ne marche pas. Il faut 75% de CSC, catégorie socio-professionnelle plus, et 25% CSP-, 75% de blancs, 21% de non-blancs.
Et là, dans ce contexte-là, les gamins s'autorisent à ne plus réagir en fonction du quartier, en fonction de ce qu'ils croient être leur devoir, qu'ils doivent être. Et là, ça fonctionne. Mais ça demande du courage. J'étais très étonnée que ce département dirigé par les socialistes ait courageux. Mais revenons à cet enseignant de ce collège. Donc, il y a 2 élèves des collèges difficiles par classe. 2 élèves par classe. Et le collège a obtenu des moyens supplémentaires. Et il faut que ce soit un marché gagnant-gagnant. Cet élève s'est levé et il a dit que c'était illégal et que c'était haram ce qu'elle avait fait, qu'elle n'avait pas le droit de montrer des statues nues et que les frères Kouachi avaient eu raison de faire ce qu'ils avaient fait avec Charlie Hebdo. Cette prof donc est allée voir le chef d'établissement qui a fait un conseil de discipline. Décision, exclusion avec sursis et dispense pour toute l'année d'assister au cours d'art plastique. Alors c'est sursis, c'est-à-dire s'il fait une bêtise, on reconvoquera un conseil de discipline qui devra voter de nouveau pour voir si on l'exclut ou pas. Excuse invoquée, ça va porter préjudice à ce merveilleux projet porté par le conseil départemental. Il paraît que la famille a été reçue par le procureur. C'était juste avant Samuel Paty. Qu'est-ce que vont retenir les enfants qui étaient là à la classe? Et ce gamin qui donc est dispensé de cours d'art plastique de punition. On les dispensera de cours de sciences, on les dispense de cours de sport, c'est ce qu'on fait avec la piscine, jusqu'on va aller dans les lâchetés. La lâcheté, c'est chaîne de lâcheté. C'est ce qui nous met en danger chacun où nous sommes, et c'est ce qui donne l'impression qu'il y a des lanceurs d'alerte. Vous savez, le projet que j'ai mené avec les élèves, en fait, ils n'étaient pas au courant. Mais la vidéo qu'on a tournée avec eux, qui dure 14 minutes, elle a été diffusée en présence de RIS. Ils ne savaient pas qu'ils venaient. Pour qu'ils viennent, il faut qu'il y ait 4 agents de sécurité. Un qui vient la veille avec une voiture spécialement équipée au cas où il y aurait une fusillade. 2 agents des renseignements territoriaux. Une voiture de police devant mon collège, une voiture de police derrière. Voilà ce qu'il faut pour que RIS se déplace. Donc ils ne savaient pas. Quand ils ont eu les policiers là sur les armes, là, ils ont bien compris que c'était quelque chose de sérieux. Et ils lui ont posé plein de questions. C'était passionnant. Les élèves ont été vraiment très intelligents, très fins. Et ils ont posé toutes les questions qu'ils voulaient. Un élève lui a dit, mais est-ce que c'est une forme de consécration que vous ayez été tué cible, puisque vous dites que vous défendez la liberté, vous êtes devenus des héros? Et ça a eu cette phrase magnifique. Il a dit, mais nous on ne voulait pas être des héros et martyrs, nous on aime la vie, c'est eux qui aiment la mort. Nous on en a voulu vivre. Ah. Et moi j'ai pas envie d'être lanceuse d'alerte, moi j'ai envie de prof, c'est tout. Et Samuel Mayol, pareil. Les circonstances ont fait, nos caractères ont fait qu'on a fait autre chose, et que ça nous a coûté cher, et puis surtout que c'est rendu compte de lâcheté de gens avec qui on travaillait. Et ce qui, je crois, est le plus douloureux, parce qu'il ne vous a pas tout dit, il ne vous a pas dit sa voiture saccagée, la peur pour ses enfants, et la nécessité de dépayser le traitement de l'affaire à Bordeaux. Parce que là, sinon on n'aurait pas gain de cause. Moi, c'est le ministre qui est intervenu contre la réalité. Donc j'étais longue, je suis désolée, mais c'est vraiment pour que, après ces vidéos très joyeuses, vous soyez vraiment accablés. Voilà, il faut vraiment appuyer sur les choses. Je veux vraiment en finir avec cela. La France est une cible particulière. Parce que c'est le modèle politique de l'État-nation qui la cible. Du soft power américain, du soft power islamiste, du hard power, c'est-à-dire ceux qui tuent islamistes. Et derrière la République, c'est bien sûr l'école publique qui la cible. Parce que l'école publique, c'est là qu'on est censé permettre à ces gamins de plus simplement se repérer par rapport à la grille religieuse, de plus en plus orthodoxe, de plus en plus radicale, de plus en plus soft, de plus en plus bigote leurs parents. Mais nous, on transmet les connaissances et qu'on s'adresse à eux pour former des citoyens. Et ces gens-là ne veulent pas de citoyens, ils veulent soit des consommateurs, soit des ouailles ou des martyrs. Merci. Merci beaucoup. 2 mots juste de conclusion. Pour moi, on a parlé de la schizophrénie. Il y a un ouvrage formidable du politologue Danush Chagan, spécialiste de la société iranienne, et qui a écrit un ouvrage appelé La schizophrénie culturelle, la société humaine face aux défis de la réalité, qui montre bien justement cette complexité, ces tensions internes dans ces sociétés-là, et la lutte contre la bigoterie, toutes les bigoteries, d'où elles viennent. J'ai enseigné dans des écoles confessionnelles qui étaient par exemple juifs. J'ai vu ce que pouvait être aussi la bigoterie quand des élèves de quatrième me disaient c'est une liste chronologique, où est-ce qu'on place dans Ève, un autre disait non monsieur, de toute façon tout ce qui est inodore, etc. Mes parents ont dit que c'était du plastique qu'on a mis en terre, mais c'était pas vrai parce que le monde il y a 5000 ans, donc c'est aucun rapport ce que vous dites. Et un prof d'études religieuses dans cette école avait arraché de l'encyclopédie qui avait été généreusement offerte par l'ADEMI, la page sur le bouddhisme, parce que quand même le bouddhisme, faut pas connaître. Là, c'est très loin. Donc non, à l'islam, on ne croit pas, bon, christianisme à la limite, non, pas comme disent. Donc toutes les bigoteries, d'où qu'elles viennent, sont à combattre, parce qu'elles portent en elles de l'obscurantisme, une fermeture d'esprit, et qui est le taureau au Pajalat à un moment donné, ou à un autre. Et une simple dernière anecdote, j'avais assisté à une conférence où il y avait Fitval, il y avait un autre français qui s'appelle Ferry, et Mme Le Chamilly. Bon.
Et quand tu disais, tu parlais d'Angers, que tu parlais de filles, etc., c'est-à-dire qu'il y avait 3/4 de filles qui étaient devant la salle de conférence, et quand après on est tous sortis, donc Chami a laissé 5 filles qui l'ont accompagné, mon frère avait 5 qui l'ont accompagné, et qui va aussi, et j'étais seul à revenir chez moi tout seul dans la petite voiture, et je me suis dit, c'est pas possible. À quel moment j'aurais autant d'amis, à quel moment, pendant que j'ai fait le livre d'entretien avec Mme Chami, j'ai défendu là, et dans le petit livre notamment, je suis mis là, j'en parle aux étudiants et plus aussi et aux élèves parce que c'est là où il faut parler, c'est là qu'il faut être et pour avoir autant d'ennemis de mes camarades là, dans quelques semaines, je sors un livre sur Anna pour montrer à quel point il a participé à cet affaissement à la médiocrité ambiante, à la possibilité de tout relativiser et de pouvoir affirmer absolument des absurdités et ce type d'atténuation à des heures de grand foot. J'espère rejoindre très bientôt dans ce combat et dans cette aventure. Merci beaucoup. François, par exemple, et certainement le cas d'autres personnes, voudraient poser des questions, intervenir, et c'est l'idée du table ronde. Simplement, la table ronde suivante commence à 5h, et entre-temps, il faut quand même pouvoir aller discuter l'acheter des livres des auteurs. Cependant, c'est vous qui gérez, donc peut-être on peut aborder juste quelques minutes pour les questions, et je pense qu'ensuite, ça se poursuit en tête à tête avec les intervenants à la table respective. Formidable. Alors j'ai le micro, je distribue le micro. Un modérateur très actif. Merci, Françoise Bézin. Deux toutes petites questions et une observation. Je vous en supplie, au nom des victimes, parlez des attentats du 13 novembre et pas du Bataclan. C'est la volonté des victimes du Bataclan, c'est la volonté de toutes les victimes. C'est de dire où énumérer Stade de France, les terrasses, le Bataclan, ou tout plus court, c'est victime du 13 novembre. Voilà. Première observation. Toute petite question, Samuel. Est-ce que la loi sur l'autonomie des universités est celle de Valérie Pécresse? Oui, c'est celle de Valérie Pécresse. Alors, il y en a eu deux. Il y en a eu celle de Valérie Pécresse qui a été renforcée par Geneviève Fiorato. Et quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a renforcé l'autonomie que Valérie Pécresse avait mis en place. Merci. Une question très courte vous êtes à Toulouse. Je pense que vous connaissez l'école de Zratra. Quand je suis allée à l'école pour aider les enseignants, les parents, les enfants, j'ai été très choquée par les fils barbelés qui sont en haut des murs de l'école Zratra. Très choquée parce que les parents rentraient pour se protéger, mettre des barbelés sur une école qui est quand même conventionnée, donc une école de la République. Est-ce qu'on peut, dans tous les pays où j'ai pu aller faire des conférences, je n'ai jamais vu d'école avec des filles barbelées, même dans des zones de guerre, même au Liban, même en Algérie. Alors, comment on peut accepter une telle chose avec d'autres moyens technologiques modernes qui pourraient permettre d'assurer la sécurité de tout? Comment vivent les parents, les enfants, les enseignants avec des barbelés toute la journée autour d'eux? L'école a changé de nom, vous le savez, voilà, Orthora. Et je m'y suis rendue, j'ai emmené une journaliste polonaise qui voulait voir, et les barbelés ne sont qu'un élément de la défense. Cette école a toujours été très protégée, donc vous avez des hauts murs, vous avez des caméras, et depuis les attentats, vous avez en permanence deux militaires armés, et maintenant avec le Vigigrade rouge, ils ont le droit d'ouvrir le feu, il y a des agents de sécurité, et ça déchire, c'est un déchirement, ce n'est pas normal, Et quand, après, c'est arrivé à Samuel Paty, quand on a voulu faire un minute de silence, une élève a commencé à dire « Oui, nous les musulmans, je vais stop, votre non-réalisme, il s'arrête là. Pensez à vos gueules, pensez d'abord à vous, là, c'est pas vous en tant que personne, c'est pas vous en tant que communauté, lui est mort. » Et parler de ceux qui souffrent vraiment, de ceux qui se font tuer. Alors c'est très commode quand on sort l'argument du les premières victimes de l'islamisme, ce sont les musulmans. On aime bien dire ça pour ne pas être accusé d'islamophobie. Ouais, c'est des musulmans tués par d'autres musulmans au nom de l'islam. Voilà. Avec des haines ethniques par-dessus. Voilà. C'est juste incroyable ce qui arrive à la communauté juive en France. Voilà. Depuis la sortie de Raymond Barre, plusieurs victimes, dont des Français innocents. Depuis l'oubli fâcheux d'Ajat Belkacem après l'attentat d'attentat Nice, quand elle a dit que c'était la première fois que des enfants mouraient dans un attentat. Mais après tout, des enfants juifs, ça doit être une autre catégorie. Donc, oui, c'est ignoble. Et quand on en parle avec les élèves, je peux vous dire, bon, on a passé la phase de la faronnade à propos de Mohamed Merah. Ils ne savent plus du tout ce qui s'est passé.
Ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé. Et quand on leur parle, ils sont extrêmement choqués parce qu'on parle des enfants. Voilà, on est obligé d'arracher l'empathie, de la construire l'empathie, parce qu'elle n'est pas spontanée. Donc vous avez raison, mais tous ceux qui quittent la France à l'IA par peur, on acceptait déjà trop, on est déjà allé trop loin. Ce n'est pas normal que des gens doivent être protégés comme ils sont protégés, ce n'est pas normal qu'une jeune fille là soit protégée comme elle doit être protégée. Ce n'est pas normal. Et à chaque fois, on fait porter la responsabilité à l'État qui doit protéger. Mais on ne dit jamais, mais ces gens-là, qui les mettent en danger, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Quand est-ce qu'eux, on va traquer? Quand est-ce que la peur va changer de camp? Vous avez raison. Il suffit d'aller dans cette école pour comprendre que quelque chose pourrit et quelque chose est inacceptable. Vous avez raison. J'ai pas de solution. Par contre, je devrais partir tôt parce qu'en fait, j'ai ma mère chez moi à Toulouse. Donc j'ai pris le train ce matin. Je repars pour pas la laisser trop toute seule. Sinon, je suis une fille indigne. Je veux pas ajouter à mon dignité. Ce qui se passe en France est inimaginable. Moi, je n'ai pas d'avenir enseignante. Et ce que vous racontez aujourd'hui, ça c'est déjà il y a longtemps. Et par exemple, se faire chauffer un peu, en sortant de sa voiture démontrée, ou cette amie qui parle de la Shoah en classe, parce qu'il y a une époque sous chien. On reparlait quand même de tout cela. La réaction de la classe a été si hostile qu'elle est sortie en sanglotant et en disant si ça continue, je le fais plus. Et voilà, simplement je voulais préciser qu'aux États-Unis, il se passe un phénomène infiniment grave dans les universités, je la fouille. C'est l'influence des frères musulmans à travers le Caire qui agit directement sur les universités, d'autant que les universités sont souvent aidées par des ronds privés, et qu'évidemment, là où il y a l'argent en ce moment, c'est dans les Émirats, chez les frères musulmans, il y a des milliards et des milliards, et que dans les universités, il y a maintenant des offensives contre les professeurs qui ne plaisent pas, ou qui sont autres, qui ne sont pas autres par l'autre, et qu'on empêche de parler. C'est incroyablement rare que la communauté européenne n'ait pas tourné quand la jeune femme qui devait traduire le poème qu'avait prononcé la jeune Amanda devant Joe Biden. La traductrice, la meilleure traductrice était néerlandaise francophone. Et on lui a interdit, il y a des menaces, etc., de faire la traduction parce qu'elle est blanche. Il fallait une traductrice qui soit. Je pense que tout cela se répand, c'est une espèce de cancer qui se répand dans un corps qui n'a plus de défense. Comme les cellules cancéreuses se répandent dans un corps physique qui n'a plus de défense immunitaire. Nous l'avons vu. On est encore nous et livrés aux exactions de notre ennemi. Si je me pose la question, tout de suite, je m'adresse aux collègues qui sont présents là. Ne pensez pas une grande partie des problèmes provient du fait de la formation des chefs d'établissement du temps où Jean-Pierre Aubin était dans le circuit. Et à cette époque, on formait des chefs d'établissement qui étaient tous pédagogues et formés dans leur matériel. Mais surtout, je me souviens de la première direction, l'inspecteur d'académie a commencé par le dire votre établissement sera ce que vous en ferez. On nous apprenait donc à prendre des responsabilités. Aujourd'hui, la situation de la France est contentieuse. Les chefs d'établissement ont peur. Et la formation des chefs d'établissement, je la suis de près, parce que j'en parle encore, est devenue une série de comme en religion. C'est interdit. Et quand le chef d'établissement vous arrive, à vous, jeunes enseignants, la seule chose qu'ils vont en tête, c'est vous empêcher de faire du vomi. Ne pensez-vous pas, avec les responsabilités des chefs d'établissement, auraient permis d'éviter le pourrissement de la situation et qu'il est temps de revenir sur ce problème. Il semble que le micro m'ait été mis devant moi, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, c'est un problème que je connais bien. Donc tout le monde a peur aujourd'hui. Les enseignants ont peur, les chefs d'établissement ont peur, les recteurs des services académiques et les recteurs ont peur. Et cette peur se répercute partout. On est dans une problématique essentielle de l'évitement des conflits, surtout pas faire de vagues. Et moi, ça fait très longtemps que je dénonce cela, et j'ai vu avec plaisir qu'il y a quelques années, les enseignants s'étaient saisis de la formule avec le hashtag pas de vague pour dénoncer le manque de soutien qu'ils ont de la part de leur chef d'établissement. Mais les chefs d'établissement se plaignent du manque de soutien qu'ils ont de leur hiérarchie.
Et voilà la difficulté d'un homme comme Jean-Michel Blanquer qui dit, bon, mais tout seul dans son splendide isolement, soyez courageux. Mais seulement le courage ne se décrète pas. C'est une vertu qui se cultive sans doute, mais en tout cas sur laquelle on a oublié depuis très longtemps de recruter chefs d'établissement. C'est précisément ce que j'énonce, je ne sais pas si vous l'avez eu dans mon dernier rapport au ministre sur la formation des personnels de l'éducation nationale. Je le dis très ouvertement, preuve à l'appui, en regardant les épreuves du concours de chef d'établissement et en prenant aussi le contenu de la formation qu'ils reçoivent à l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation de Poitiers. Les programmes sont parlants, les épreuves du concours sont parlants. La seule qualité qui est dans l'arrêté du concours aujourd'hui de recrutement des chefs d'établissement, c'est la souplesse. Voilà, l'échine doit être souple. Mais la lucidité et le courage, qui sont les mots sur lesquels je terminais mon rapport de 2004, ne sont vraiment pas programmés. C'est une des recommandations que j'ai faites au ministre dans mon rapport, recruter les chefs d'établissement sur les qualités d'engagement, de lucidité et de courage. Il a dit, urbi et orbi, qu'il reprenait l'ensemble de mes propositions. On verra, puisqu'il m'a chargé de faire un nouveau rapport sur la mise en œuvre de mes propositions dans quelques mois. On verra cette proposition-là notamment, ce qu'il en est advenu. Et je l'écrirai. Très rapidement, une question. D'abord, tout le débat a montré qu'on a visé trouver une niche de responsabilité. L'éducation nationale et le système d'éducation en France est une niche de l'éducation dans notre société vis-à-vis de la question de l'islamisme et du radicalisme. Il y a d'autres niches. On pense par exemple aux médias. Avec le procès aujourd'hui, on s'attache beaucoup plus à voir madame, Abdessallah, une femme, une avocate, une courageuse, et on ne peut pas du tout interviewer, des avocats, des victimes. Et puis il y a une autre niche, et c'est là que vous posez la question. J'ai été pendant plusieurs années, on a eu territorial, donc un lieu de proximité, donc pas un salaire, pas député, tout simplement un maire. C'est donc un territoire avec une gestion. Et c'est là qu'il y a une niche aussi l'acheter. Le premier jour, j'ai pris mon mandat dernier, on m'a foutu dehors, j'ai découvert que des abandons. Et ma question. Quand est-ce qu'on trouve nos débats, on pointera du doigt l'irresponsabilité et la mise en danger de la nation française par toute une classe d'élus, quel qu'il soit. Et je ne veux pas faire le populisme, c'est pas ça. Je suis issu d'un parti qui est un parti digne à une époque, c'est pareil que le parti indigne. Et je ne veux pas percevoir. Ah oui, le PS. Ah, le PS. Et le PS, voilà. Donc, il y a tous ces engagements. Moi, je suis un socialiste à l'école des Vendômes, malheureusement, et c'est un socialiste politique. Donc voilà, la question est-ce qu'on peut envisager dans tous nos systèmes d'association, dans nos systèmes d'alliance, dont peut-être les tests aujourd'hui importants dans cette société, on va s'attaquer réellement à dénoncer et à dire aux politiques arrêter cette complaisance pour une carrière, pour je ne sais quoi, et une organisation à perdre l'autonomie d'une nation, parce que c'est une catastrophe sur le territoire. Beaucoup de travail est fait. Hein. Si vous regardez sur les réseaux sociaux, on vous voit. Je tiens à saluer la création de l'Observatoire du décolonialisme parce que parmi les gens les plus larges dans le monde, je crois que les universitaires sont sur le podium. Alors qu'ils risquent rien, c'est les plus trouillards. J'ai jamais vu ça. Donc que des gens courageux universitaires, ce soit comme ça, mis boulot, c'est vraiment remarquable. Mais le boulot est fait. Hein. Il y a les vigiles, l'Observatoire de la laïcité qui n'a rien à voir avec celui de Bianco à Saint-Denis. Et on l'a déjà fait cette diagnostic-là. Moi, j'aimerais qu'on aille plus loin. Il y a des villes qu'il faut mettre sous tutelle. Sous tutelle administrative, mais pas pour mandat, pour deux. C'est-à-dire, on s'en fiche, on remplit les nids de poules, il n'y a plus de projet, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'association. Voilà, une association qui ne vit que de l'argent public, ce salariat-là, comme le député qui a été obligé de démissionner. Voilà, ça nourrit, ça pourrit. Et il n'y a pas que la gauche. Hein. Si vous prenez Honnêtes-sous-Bois, Bichiza, ce qu'il a fait avec l'islamisme, c'est toutes les villes. Et j'irai même plus loin, Saint-Denis, Trappes, Marseille, sous tutelle administrative pour nettoyer les écuries de Gias. Et le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis dissous. Vous le découpez en quatre, vous donnez un morceau à tout le département autour et vous cassez les logiques laniques. Parce que c'est sûr que quand vous avez un ghetto ethnique, l'homme politique il veut une seule chose, il veut être élu. C'est tout. Et il n'est pas courageux. Et j'ai invité, ça c'est bizarre, par Valérie Pécresse à Brive-la-Gaillarde. J'avais en tête cette histoire d'autonomie de diversité, moi qui suis une sacrée jacobine. Donc, voilà. Et il y avait des représentants de l'UDI. Et je leur suis tombé dessus dès que j'ai eu le micro. Et je leur ai dit en face, je leur ai dit, vous êtes un parti odieux parmi les plus odieux. Et je comprends les Pécresse cherchent des soutiens, à qui vais-vous faire croire? Regardez, ça fait la garde, regardez comme ils ont flingué des villes. Et le problème du clientélisme, c'est que les gens sont pourris. Quand j'ai milité à Marseille, j'ai vite arrêté. Les gens me disaient, qu'est-ce que ça me rapporte? Logement, emploi.
Et il s'offre plus offrant, il se donne plus offrant, qu'il faut aller dans une surenchère. Le préfet a ce pouvoir-là, il ne s'en saisit pas, parce que le préfet, regardez celui des Yvelines, qui est complice, notamment de Bédier, montre la police. Ce qui se passe, c'est de la mafia, c'est la collusion entre la mafia et l'islamisme. Mais il ne se passe rien. Ils en ont le pouvoir, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas les instructions, et puis voilà, les choses se passent. Alors que franchement, ça pourrait fonctionner, mais ça demanderait du courage. Et puis ces associations, ça occupe les gens, ça occupe les jeunes, ça donne du fric. Ça achète la paix sociale. Je vous ai dit, ils ont fait un compte. Et disent finalement, c'est pas si cher payé.